40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On poursuit toujours sur un nouvel épisode de 40 nuances de Next. Aujourd'hui, c'est un zoom, c'est un focus, c'est un regard très précis sur l'entrepreneur de Miro. Thomas Rebaud, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir pour t'interviewer et pour passer ces quelques minutes, heures avec toi, de retrouver mon compère Olivier Mathieu. Salut Olivier. Bonjour les Thomas, bonjour Thomas Benzazon, bonjour Thomas Rebaud. Va falloir préciser, mais on va voir très vite au timbre de voix et au rythme de voix. J'ai cru comprendre que tu parles vite, Thomas. Ouais, j'ai un petit problème d'élocution. On finit par s'y faire. Eh ben, en attendant, on va donner la parole à Olivier qui nous a préparé un récap sur ce qu'est Miro. Alors bah oui, moi je joue ce petit rôle un peu introductif, mais Thomas t'hésitera pas à me corriger après si je dis des bêtises. Miro, effectivement, souvent tu es présenté un peu comme l'ovni de la French Tech, hyper, on emploie des termes toujours assez quasiment spatiaux, quoi, la roquette, tu vois, la shooting star, le fait d'avoir une hyper croissance, de valoriser cette hyper croissance avec effectivement des montants considérables. Alors je crois qu'il y a eu 205 millions d'euros levés en 2019, c'était un record. Alors je pense qu'il a peut-être été battu depuis parce qu'effectivement il y a quand même des records de levée de fonds aujourd'hui, hein, notamment autour du Next 40 qui nous intéresse. L'argent attire l'argent. Peut-être l'argent attire l'argent ou le succès attire l'argent parce que beaucoup d'investisseurs disent oui, les valorisations ont explosé, mais les dossiers la qualité des dossiers a augmenté encore plus que les valorisations. Donc en tout cas les investisseurs semblent contents de ces valorisations-là. Donc je crois que ça fait 230 millions de dollars. On aime bien parler en dollars parce que ça fait encore plus. Et je crois que quand je fais le petit calcul au total en dollars, Miro a levé 300 millions de dollars depuis le départ. Et alors, en rouble, c'est complètement dingue. Moi, je suis souvent en yens. Oui, en yens, c'est encore mieux. Les dollars, moi, j'aime bien les yens aussi parce que on a vendu Price Minister à Rakuten. Alors, on s'est habitué. Un yen, c'est à peu près 1 centime. Alors, on aime bien. Alors, il y avait, je crois, 180 personnes en 2018 chez Miro. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 400. Alors, tu nous diras qu'il y a aussi eu des hauts et des bas, hein, parce qu'on sait qu'il y a une crise qui est difficile et que cette crise, parfois, elle oblige à des ajustements qui sont peut-être un peu difficiles sur le plan RH, notamment sur la masse salariale, etc. Ça fait partie des contraintes de la vie d'entrepreneur. Il n'y a pas toujours que des trucs très positifs, même si tu as un caractère d'entrepreneur très positif, parfois on te challengera pour te forcer à dire aussi ce qui peut être moins bien, parce que c'est exemplaire et ça donne, évidemment, ça peut créer des vocations aussi chez les entrepreneurs d'avoir un discours sans bullshit, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vraiment de dire la vérité. Alors qu'est-ce que c'est que Miro? C'est au départ un logiciel automatisant l'édition de photos, mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. Tu lances sans arrêt des nouveaux produits. Alors là, je saurais pas tout dire encore parce que c'est sans arrêt en train de lancer des nouveaux services et tu nous le raconteras parce que c'est très innovant et très boostant. Alors notamment, je crois que ton objectif c'est de devenir un acteur mondial de référence de la production de photos, de répondre à la fois à la demande des entreprises mais aussi des particuliers. Tu nous diras si c'est toujours vrai. Il s'agit de fidéliser les photographes. Alors, vous prélevez une commission dans votre business model, je pense, sur les photographes. Et puis, vous avez aussi créé une plateforme qui s'appelle MyMiro, qui réunit aussi des outils de gestion administratifs, comme la génération de devis, de factures, le suivi de la comptabilité, la production de contenu artistique. Vous avez aussi produit des documentaires ou un magazine qui est dédié à la photo. Et d'ailleurs, ces contenus sont opérés par le biais d'une fondation, la fondation Miro, dont le budget n'est pas forcément peut-être connu, mais j'aimerais bien qu'on voit si on arrive à parler de plus de chiffres avec toi et tu nous diras ce que tu peux révéler. Mais en tout cas, c'est aussi un des sujets qui intéressera une de nos questions mystères qu'on va te poser tout à l'heure. Est-ce que ce que je dresse comme portrait de Miro est juste? Ça me paraît très précis. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Olivier l'a très bien dit, tu lances constamment de nouvelles offres. Aujourd'hui, Miro, qu'est-ce que c'est? Réponse
Est-ce que ça se pitch encore? Si tu veux pitcher en version courte. Très honnêtement, je travaillais ce matin même sur une version courte du pitch pour pouvoir le mettre dans un objet de mail ou dans un début de presse commerciale, parce qu'on a j'ai organisé la boîte par business unit, par département, et du coup, j'avais pas besoin d'avoir une version consolidée de tout ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, je suis en train de remettre auprès de chacun des vendeurs une version consolidée pour qu'une même personne puisse vendre tous les services à un même client, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc j'ai pas de version courte de ce qu'on fait. On a un peu de temps quand même pour mais comme on a un Miro, peu de temps, voilà. je peux le dire en 1 minute 30. On fait 3 choses principales. On fait une suite d'outils et de services à destination des clients. Ça, c'est de la photographie à la demande. Donc, t'as un photographe qui se déplace pour faire un service en B2B et en B2C. Il y a quelques précisions à donner là-dessus. On fait une suite d'outils pour des photographes que Olivier a mentionné, qui s'appelle Mamiro. Et il y en a d'autres en réalité. Il y a par exemple un outil qui s'appelle Miro Drop, qui est un concurrent de WeTransfer, mais qui est fait différemment dans le cloud. Son nom. Exactement, porte très bien son nom. Et donc en fait, on a développé des outils pour les photographes. Il y a plein de raisons derrière tout ça. Et après, on a une partie tech. Alors la tech relie de façon tout ce beau monde, mais après, on vend maintenant la tech depuis très peu de temps, depuis quelques mois, 2 mois. On vend la tech en soi. Et donc là, en fait, on a l'attaqué sur le web, côté client, non pas les personas qui ont des besoins en photo. Et donc là, on leur disait jusqu'à présent, on a des photographes. Si tu as besoin d'avoir du contenu pour Rakuten, on va les photographier pour toi. Maintenant, on leur dit, quand c'est pas toi qui photographie ou qui demande des photographies pour tes produits, pour les produits suivants, il y a toute la gestion des images derrière que tu dois récupérer de tes marchands. Donc, tu t'appelles Amazon, tu as des millions de personnes qui mettent des photos, et ces photos, elles ont plein de problèmes. Elles ont des problèmes dans leur workflow, donc comment tu gères ça. Mais pas loin de ça, elles ont des problèmes dans la qualité de ce qui est envoyé. Et donc il y a évidemment toute une série d'outils d'editing, de retouche photo qu'on a automatisé pour Miro, pour la création de photos. C'est par exemple pour harmoniser les photos, qui est par exemple je sais pas, un fond blanc pour toutes les photos, en fait, soit détourées ou des choses comme ça. En fait, on a sorti un peu plus de 100 algorithmes, que c'est un peu comme Zapier pour ceux qui connaissent ou qui écoutent, qui connaissent, on the shelf, en no-code, où tu sélectionnes, voilà, là, je veux que du JPEG, donc tout ce qui est pas un JPEG, je le transforme. Je veux tout centrer, je veux upscaler la résolution, je veux quand c'est flouté, donc il y a un algorithme qui score la qualité sur plein de critères différents. Bah quand c'est trop flou, tu le défloutes, enfin tu reprécises les pixels. Accessoirement, j'aimerais enlever dès qu'il y a un watermark, j'enlève le watermark. Et puis quand il y a plus de 3 objets. Pardon, j'ai pas compris. Quand il y a un watermark, pardon. Okay. Donc quand il y a un genre de logo, arrive et que c'est imprimé par-dessus l'image. Voilà, on va le dire parce que c'est on fait toujours le petit dictionnaire. Exactement. Pour notre tu vends des micros, et sur la photo que tu mets de ton micro, tu mets le nom de truc. Ça, quand t'es Amazon, ça te saoule d'avoir ça. Donc nous, on détecte qu'il y a un texte qui est pas le micro, on l'enlève, donc on le détourne. Hein. Tu veux que tout soit sur fond blanc, donc on détourne. Hein. Ça, c'est des algorithmes très différents. Et puis tu veux, je sais pas, tu vends des bateaux, des marketplaces de bateaux, parce qu'on a reçu ça ce matin. T'as une marketplace de bateaux. Tu veux qu'on reconnaisse les pièces, et tu veux qu'après qu'on classe ton listing de la marketplace de bateau, de l'annonce de bateau, avec en premier une photo de loin du bateau que tu veux qu'on recentre, puis en second le living room dans le bateau, puis à toute fin les shots. Voilà. Et donc en fait on a une somme d'algorithmes, tu choisis, tu les organises comme tu veux. Ça s'appelle Aiko. Et maintenant on le vend en tierce partie, on a rien de le faire que pour nous. Donc c'est vraiment 3 choses micro, on-demand, B2B, B2C. Une partie service, outils plutôt pour les photographes, et une partie pure tech qu'on faisait pour nous et que maintenant on vend. Alors c'est intéressant de voir le panel aujourd'hui des solutions proposées par Miro. Il y a eu un début. Et oui. Avec Olivier, on aime bien comprendre aussi comment la boîte a grandi, les premiers enjeux qu'elle a dû surmonter. Ça a commencé en B2B, en B2C, avec quelle offre? Une autre façon de poser la question de Thomas, ça serait de dire aussi, quand tu pitchais Miro tout au début, qu'est-ce que tu racontais? Est-ce que c'était la même chose ou pas? C'était pas très loin de ce que je viens de dire là. C'est étonnant d'ailleurs, parce que j'ai regardé mes pitch decks. Donc j'ai commencé moi en 2016. Et j'ai fait donc la dernière levée de fonds. Tu es le premier entrepreneur dont le business plan de départ était le même 3 ans après. Particulièrement étonnant. Hein. On a des archives qu'on a regardé récemment pour s'amuser avec mon directeur général. Et c'est particulièrement étonnant à quel point ça ressemble à ce qu'on a finalement fait, même au niveau des chiffres d'ailleurs. Alors que tu mets des chiffres complètement débiles. En fait, il se trouve qu'on les a plutôt bien tenus hors Covid. Donc la première levée de fonds c'était fin 2016, et la levée de fonds dont a parlé Olivier de 200 millions d'euros et quelques, qui était milieu 2019. Donc il y a eu 3 ans et demi au milieu. Et en 2016, à la base, d'abord je suis pas photographe personnellement, ce qui est probablement ce qui est souvent une bonne chose. Ça permet d'innover sans avoir des trucs dans la tête qui te disent que c'est pas possible. Parce que quand tu connais bien le secteur pendant 10 ans, l'innovation parfois est plus compliquée parce que tu vois tous les freins directement. Alors quand t'es naïf et que tu comprends rien à ce qui se passe, t'as l'impression que c'est faisable. Donc ce qui est parfois assez bien. En tout cas pour moi ça m'a servi. Je suis parti sur un simple constat qui était qu'il y avait une marketplace qui n'existait pas. Il y avait un marché de la photo qui faisait 80 à 100 milliards de dollars
marché de services photographiques, donc tout compris les mariages, les portraits, tout quoi, et qu'il n'y avait pas de marketplace au milieu, et que donc quand en tant que client, tu voulais un photographe, c'était un peu le shit show. Tu en t'envoyais 12 avec des portfolios d'images qui datent d'il y a 20 ans. Bref, ça veut rien dire, une image sur un portfolio, où tu payes un prix qui varie du 1 au triple, du simple au triple, pardon. Donc ça peut être 400 balles, ça peut être 4000 balles, je sais pas pourquoi. Tu peux être livré tes photos, notamment pour un mariage, 3 mois plus tard. Bref, il y a personne qui veut mettre un peu de liquidité dans tout ça et un peu de sens. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Et comme j'en été à un moment de ma vie à ce moment-là, où je cherchais mon prochain play et que je voulais qu'il soit un peu plus gros que ce que j'avais déjà fait, ça tombait bien. Et donc j'ai pris un premier secteur. Je voulais surtout pas faire de B2C, parce que c'est chiant le B2C. C'est dur, parce que beaucoup d'argent au début, donc trouver ton produit market fit, c'est pas évident quand t'as pas d'argent. Je voulais faire du B2B. Et donc j'ai pris un premier secteur qui était le marché immobilier, qui pèse 10-15 milliards dans le monde sur la photographie, en me disant que font les agents immobiliers aujourd'hui, combien de fois ils shootent par an, etc. C'est quoi les prix, c'est quoi leur procédé, ils passent par téléphone, par texto, comment ça marche. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de produit, etc. Bon, bref, même constat, et donc je suis rentré là-dessus. J'en ai vite changé, parce que c'était pas un très bon choix. Pourquoi mais c'est très économique comme sujet, mais il y a les KPI de mes clients, donc des agents, étaient pas très bons. En fait, 90% du temps, ils allaient prendre des photos avec leur téléphone, parce que c'est des appartements qu'ils vendaient ou qu'ils louaient qui étaient pas très chers, et du coup ça valait pas le coup de dépenser X euros sur le sujet, et en plus c'est un peu contraignant, faut être sur place, il y a plein de photographes, tout ça c'est un peu chiant, et donc en fait ils allaient shooter en moyenne une fois tous les trimestres, et donc le coût d'acquisition d'un agent immobilier, faut faire des pubs marketing, et puis derrière faut l'appeler, faut signer, etc. Le coût que ça me coûtait de le recruter chez moi ou de le signer versus la marge nette que je prenais par shoot fois le nombre de shoots par an était pas un très bon ratio. Parce que du coup aujourd'hui les photographes sont embauchés? Non, mais mettons sur je vais dire un chiffre complètement au hasard, mais mettons que sur le shooting coûte 100 €, nous on va prendre 40 par exemple, ok. Derrière là-dessus, nous on va jouer le SAV, et tous les coûts que tu peux avoir en dessous, les opérations, les machins, bref, la formation du photographe au demeurant d'ailleurs, parce qu'on fait plein de trucs comme ça. Au final, il va te rester 10 € par exemple de marge nette, et l'agent immobilier, si t'as mis je dis n'importe quoi 125 € pour le convaincre de travailler avec toi, il faut que t'en fasses 12 pour être à 0. S'ils en font un par trimestre, il faut 4 ans. C'est un peu chiant. Il faut 3 ans, pardon. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, si les agents immobiliers, c'est pas un marché qui est suffisamment avec suffisamment de récurrence, pas suffisamment de marge, est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent être quand même clients de Miro? Ils le sont. Ils le sont à l'intérieur d'un vaste ensemble beaucoup plus large où il y a plein d'autres clients, plein d'autres secteurs qui ont des besoins de photos, des bases de données de photos, des catalogues de photos. Alors actuellement, je reviens vers l'immobilier maintenant. Donc 4 ans et demi après, je me remets dessus, mais avec un produit qui est beaucoup plus large, qui apporte une plus forte valeur ajoutée que simplement avoir un photographe facilement joignable. La valeur ajoutée, elle est pas suffisamment forte pour que l'agent immobilier qui shoot avec son copain Ferdinand depuis 32 ans se dise je vais prendre Miro. Donc là on revient sur le marché. Comme Thomas nous a dit qu'il parlait très très vite, je fais un petit récap pour bien que tout le monde comprenne, parce qu'on cherche aussi un peu à vulgariser l'entrepreneuriat et à comprendre tous les ressorts. Donc on a parlé de B2B et de B2C. Je rappelle juste pour les plus novices que le B2C c'est quand on s'adresse au consommateur, donc au consommateur final. Mais aujourd'hui, même si c'est ce que tu voulais éviter, le service Miro est disponible aussi pour les consommateurs finaux. C'est-à-dire, ce que tu appelles les consommateurs finaux, c'est côté photographe, les photographes amateurs, côté ou c'est client. Côté client, quand tu as besoin, par exemple, de faire des photos de ton mariage, des choses comme ça. Alors, aujourd'hui, la plateforme est ouverte. En fait, tu peux le faire. Et d'ailleurs, on fait de l'argent, on fait du revenu avec... Ça représente quoi Mais le B2C, ça représente 1 à 2% de notre revenu. Je suis en train de le bloquer parce qu'on ne veut pas que les gens commandent en B2C pour l'instant. Le seul truc qu'on a ouvert, qui est hyper important après 2 ans de taf sur le sujet, en B2C, c'est le mariage. Et si on n'a pas, pour moi, le B2C, c'est vraiment le endgame. Je veux que n'importe qui puisse commander n'importe quoi, n'importe comment, et que à la fois le client et le photographe se sentent heureux dans la relation. Mais c'est extrêmement compliqué parce que tu as une infinité de demandes particulières. C'est pas d'autres plateformes, pour ne pas les citer, sur lesquelles t'as un monoproduit, et donc concrètement t'as supply, comme on appelle dans le milieu, donc la partie offre, donc les photographes chez moi, t'as supply, tes photographes. Il faut que j'ai une connaissance de ce qu'ils font, de leur matériel, de leur niveau, par type de sujet, en direct et par ville, qui est vraiment très très forte, et donc ça rend le sujet très compliqué. Mais ce qu'on comprend, donc la différence entre le B2B et le B2C, c'est que le B2C, c'est effectivement une granularité très très importante avec plein de petits clients. Exactement. Donc et des demandes du coup peut-être d'autant plus variantes. Donc très dur à servir. Très hétérogène, avec effectivement des demandes différentes, et puis souvent malgré tout une exigence de qualité importante aussi. C'est bien normal, quand on a besoin de photos, on n'a pas envie de brader la qualité. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pas cher mais c'est flou. Ah oui, vous avez qu'à payer plus cher. C'est un vrai sujet en vrai. Mais donc
du coup, si tout le monde, effectivement, alors pour arriver, mais en revanche, quand tu dis que c'est le end play, donc c'est finalement, ça reste ton objectif final, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois arriver à un niveau de proposition de service qui est suffisamment maîtrisé, voire automatisé, pour que le coût de chaque client soit très très faible à la marge, c'est ça? Donc du coup, tu priorises aujourd'hui les gros clients sur lesquels il y a des volumes plus importants et pour lesquels tu peux dépenser plus d'argent et valoriser quand même une marge pour ton entreprise. Et donc, est-ce que ça veut dire que effectivement, pour rejoindre un petit peu d'autres questions qui peuvent être posées, c'est que le métier de Miro à la fin, c'est quand même l'automatisation de tous ces processus. C'est vraiment la technologie au service du traitement de l'image. C'est faire en sorte que le photographe n'ait plus qu'à photographier et ne fasse contrairement rien d'autre entre compta, recherche de clients, etc., et côté client qu'il est qu'appuie sur un bouton pour avoir ses photographies. Tout le reste doit être automatisé. Mais le photographe lui-même, tu le gardes également captif grâce à tes propres outils. C'est-à-dire qu'il peut utiliser Miro aussi avec ses outils, que ce soit de la gestion, mais également le traitement de l'image. Exactement. Alors justement, sur tous ces nouveaux services qui sont à destination de tes photographes, il y a aujourd'hui d'autres concurrents. Pourquoi ils passent chez vous et pourquoi tu les as développés, toi? Les photographes ou les clients? Les clients, les photographes. Les photographes, pardon, les deux. Les photographes, ils ont la liberté et on les encourage à le faire, au demeurant, d'aller chez qui ils veulent. Donc en réalité, ils passent pas par chez nous, ils passent par chez nous et par d'autres types de service providers qui leur apportent du revenu. Le but du jeu, à la base, c'était de se dire que c'était comme beaucoup d'autres métiers d'artistes, leur art ou leur créativité est contraint. D'ailleurs, c'est une des premières questions qu'on a vues tout à l'heure, mais est contraint par le manque de revenus. Donc quand tu n'atteins pas un certain niveau de revenus par mois, tu passes tes journées à chercher des clients plus qu'à faire ce que tu aimes faire, à savoir créer. Donc quand tu es photographe, tu vas apprécier aller photographier des paysages ou du nu ou du portrait, bref, ça dépend des personnes, mais pas forcément chercher toute la matinée ou toute la journée à aller faire des portraits d'entreprise. Et donc c'était comment est-ce qu'on arrive à leur apporter un minimum de 1500 € par mois, minimum, en plus de ce qu'ils ont déjà à côté, quelques mariages, etc., pour que en quelques jours, ils aient de quoi s'arrêter de rechercher le prochain gig, prochain métier, et qu'ils puissent s'orienter vers leur passion. Et donc, on les encourage très fortement à aller sur toutes les plateformes similaires à la nôtre. Voilà. Et parce qu'en fait, pour justifier des montants aussi importants, des levées de fonds que tu as opérées, qui ont fait un peu rêver toute la French Tech, généralement, ça se justifie parce que la taille du marché est très importante. Alors, on imagine, mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Quelle est la taille du marché de la photo? Comment est-ce que ça s'évalue? Est-ce que, au niveau français, au niveau international? C'est-à-dire, combien il y a de photographes? Quelle est la somme d'argent investie chaque année par les clients qui achètent des photos? Mondialement, études BCG croisée dynamique, tableau, Pipo, on est à peu près à 80 milliards de services. Ça, c'est mondialement. Aujourd'hui que c'est Pipo, c'est parce que s'il n'y a pas de méthode d'évaluation très scientifique. 80 milliards, bon, c'est énorme en tous les cas. À peu près. En fait, selon la police ou les manifestants, tu vas entre 60 et 100 milliards, si tu veux. D'accord. Ça dépend comment tu comptes le nombre de balles de ping-pong en l'air dans l'avion. Pour reprendre les cas d'école. Donc c'est à peu près ça, voilà. Il faut que tu enlèves après des pays sur lesquels j'ai tenté d'ailleurs d'aller, mais qui sont très compliqués, type la Chine. Donc tu vas être, si on va être conservateur, et voilà, on va être autour de 50 milliards. Là, ça se divise en différentes industries. Tu vas en avoir une, c'est la photographie e-commerce, que tu connais bien du coup, d'une façon ou d'une autre, qui va être 10-15 milliards. Tu vas avoir la photographie immobilière, donc c'est la photographie d'appartement, dans le secteur immobilier, ça va être autour de 10 milliards. Tu vas avoir la photographie de mariage, qui va être autour de 10 milliards également. Et après, t'as une suite de différents sujets, type portrait, etc., qui font beaucoup de volume et qui sont très disparates dans leur gestion, type de client, type de produit, etc. Donc nous, on est rentré sur les trois principaux, du coup, évidemment. Ouais, c'était ma question. C'est à peu près les mêmes proportions de business. Alors du coup, moi, je suis rentré sur un secteur auquel personne n'avait pensé à ce moment-là, en me disant il y a un vrai besoin, il y a personne, donc j'y vais. C'était un tout petit secteur qui doit pas peser beaucoup plus qu'1 milliard d'euros. C'est ce qu'on appelle chez nous le secteur food and travel. Et donc, ce sont toutes les marketplaces en ligne dans le secteur food, type Deliveroo, et dans le secteur travel, type Booking.com, qui ont des besoins mensuellement sur des dizaines de pays de contenu photographié professionnellement. Et donc moi je suis rentré là-dessus, mais c'est un petit sujet en disant sur le milliard je vais faire 200-300 millions assez rapidement. Il y a personne. J'avais une techno marketplace, enfin une plateforme qui par hasard avait été développée pour l'immobilier
et qui du coup marchait bien. C'était un peu un hasard. Et du coup, je suis allé très fortement là-dessus, en signant des contrats. Et c'est pour ça que les valos sont montés vite, en signant des contrats annuellement ou biannuellement ou triannuellement très très élevés, et avec de la visibilité, avec un même type de produit, et donc avec de la facilité d'opération. Et ces clients-là, ils ont besoin de renouveler en permanence leur catalogue de photos parce qu'il y a des nouveaux menus, des nouveaux restaurants, des nouvelles images à il y a un churn de restaurants sur une plateforme type Uber Eats et Deliveroo qui est entre 3 et 4 ans concrètement. Donc en gros, un restaurant se crée et se ferme tous les 3-4 ans. Donc déjà, quand même, ils avaient un stock fixe de restaurants, il faudrait le faire tourner tous les 3-4 ans. Et puis, au demeurant, en fait, c'est pas fixe. Ça monte, c'est les boîtes qui grossissent. En fait, ils shootent tout le temps, dans tous les pays, dans toutes les villes, de tous les pays dans lesquels ils sont. Mais est-ce que c'est les restaurants qui organisent, du coup, leur catalogue photo, ou c'est les plateformes qui leur proposent ce service-là? C'est les plateformes qui prennent à charge et qui proposent. D'accord. Donc, un peu comme les agents immobiliers, ils considèrent que leur service, c'est de vendre un appartement ou de vendre un restaurant, donc de mettre en place les outils dont les photos qui permettent que, voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on a commencé il y a 3-4 ans à faire ça, 3 ans, il n'y avait pas une seule photo sur les applications mobiles sur lesquelles vous commandez. Vous avez peut-être oublié, mais maintenant, quand vous cliquez sur un restaurant, c'est un site plus à commander d'ailleurs. Bah, évidemment, c'est le but. Et du coup, maintenant, là où il n'y a pas de photos, vous allez sur un Deliveroo, je sais pas si je dois donner des noms de marque, mais tu peux. Les applications qu'on utilise tous, voilà. Et quand il n'y a pas de photos, c'est objectivement chiant. T'es habitué à voir l'ambiance du restaurant au moins en headshot et voilà. Alors t'as cité quelques marques, ils font partie de tes clients pour certains. Bien sûr. Tu les accompagnes sur l'ensemble des pays dans lesquels ils sont implantés aujourd'hui. Tout à fait. On a shooté. J'ai eu un board il y a quelques jours, donc j'ai les chiffres. On a shooté en 2020 sur 111 pays. Je vous passe la complexité opérationnelle du sujet. Ah ouais, 111 pays. Ouais. Et ça correspond à combien de gestion des langues par et du exemple, SAV. Pour me donner d'autres indicateurs qui frappent l'imagination. Ça dépend comment tu comptes chez nous un photographe actif, pas actif, mais ça va être entre 30 et 50 000 photographes. D'accord. Impressionnant. Des concurrents? Amiro? Quelques-uns. Assez récents. Il y en a un. T'étais le premier. Non, pardon. Alors, d'abord, on est une centaine de boîtes à peu près similaires à cette lancée il y a 4-5 ans. J'étais pas du tout le premier d'ailleurs au demeurant. Le premier, c'était une autre boîte française, étonnamment, qui marche bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont fait une levée de fonds récemment. Donc je crois qu'ils font leur petit bout de chemin. On a une boîte italienne et une boîte américaine. Alors, somme toute assez largement plus petites. Surtout, il y a un gros. Alors, je sais pas si elles apprécieraient entendre ça, mais il y a un gros différentiel d'investissement technologique. Moi, j'ai vraiment mis un montant considérable sur la partie technologique, en pensant, à tort ou à raison, que c'est ce qui fera la différence. Je pense que c'est ce qui fait la différence à jamais. Exactement. Donc, on verra. Et parfois d'ailleurs, au quotidien, ça se voit pas, donc ça peut être frustrant, parce que t'investis énormément sur des features que les clients, ils veulent juste voir la photo arriver, donc en fait, tout le reste, ils t'en foutent un peu. Mais on a un investissement massif en technologie depuis le début, et donc ça fait une grosse différence. Et au niveau du revenu, ça, ils sont relativement très loin derrière, mais on a une somme de concurrents. Après, dans tous les pays maintenant du monde, au Pérou, au Chili, Argentine, etc., Mexique, Colombie, pour prendre l'Amérique latine, il y a 2-3 marketplaces locales qui font un semblant de plateformes qui nous ressemblent, concrètement, qui disent donnez-nous vos trucs, on le fait pour vous. Donc faut se battre contre ça à chaque fois. Hein. Croissance externe, c'est des sujets que t'as en tête? Tout à fait. J'ai vu mon board il y a quelques jours et j'ai vu mon board il y a quelques jours. Je ne fais pas si bien dire. On regarde beaucoup de trucs en ce moment côté tech et côté photo. Je peux pas trop en dire pour des raisons évidentes, mais après ça va pas être. À la base, je pensais faire plusieurs acquisitions en 2020. Et le contexte global m'a rendu la discussion, notamment en conseil d'administration, pas ultra évidente, avec une impression qui pouvait donner de faire trop de choses dans un moment compliqué. Donc j'ai dû les décaler. Mais c'est quoi le sujet? C'est plus un sujet de com qu'un sujet de moyens et d'opportunités. C'était un sujet de com à gérer. Tout à fait. D'administration, de gouvernance, qui était pas évident, et donc un petit peu trop de bruit en même temps, tout à fait logique. On a une année très compliquée. On était vraiment au centre de la matrice de tout ce qui pouvait. Donc faut que tu imagines que nous on faisait travel and food comme secteur principal. Le travel is dead. Pour l'instant, en tout cas, ça repart. La food repartie, mais avec un petit focus quand même sur les plateformes et aussi, ouais. Ouais. Il y avait, on était un sujet marketing B2B, donc B2B marketing. Le premier truc que tu coupes quand t'as une crise, c'est ça, notamment le contenu. Voilà. Au demeurant, il y avait quand même des dizaines de pays dans lesquels on n'avait pas le droit de shooter, parce il y a des photographes qui se déplacent, donc c'était pas un truc vital pour la vie. Donc on avait juste l'interdiction légale de shooter. T'as pas des photographes locaux partout dans... Si, bien sûr que si, mais en Angleterre, on n'avait pas le droit de shooter. En France, on n'avait pas le droit de shooter d'ailleurs pendant plusieurs mois.
Parce que le photographe a pas le droit de se déplacer. Exactement. Enfin, c'est ça, c'est les conditions. Le confinement, tout simplement. Ouais. Et là, actuellement, d'ailleurs, l'Asie, là, j'ai un bureau en Inde qui a confiné lundi dernier. Bangkok aussi. Enfin, il y a plein de pays sur lesquels on est très petit en France, on est très gros ailleurs, et qui reconfinent. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de shooter, quoi. Donc voilà. On a une question de notre partenaire Madines et sa journaliste Anne Taffin. Je te propose de l'écouter. Vous avez un message. Bonjour. Lors de votre dernière levée de fonds, votre modèle de plateforme a été critiqué par rapport à la rémunération des photographes. Certaines entreprises travaillent sur ce sujet pour donner plus de protection à ces indépendants. Est-ce que c'est un système auquel vous pensez également ? Oui, c'est une question que Madines aime me poser, donc j'y répondrai avec plaisir. Je précise que souvent cette question de rémunération sur les plateformes est souvent un sujet aux États-Unis et partout, que ce soit les livreurs, Deliveroo, les chauffeurs, etc. C'est-à-dire que dans cette économie que parfois certains qualifient de précarité et d'autres disent non, au contraire, on crée quand même de la valeur, on crée des emplois. Il y a toujours ce débat en permanence de est-ce que c'est bénéfique ou pas. Tout à fait. C'est un sujet qu'on avait déjà eu avec Julia Bijawi, Frischti au premier épisode. Ouais. Mais alors après, c'est un faux débat me concernant. Même si malheureusement il est toujours un peu compliqué de se faire entendre sur ce sujet, il y a effectivement... Le micro est ouvert. Tout à fait, je vais y répondre, mais malheureusement les réponses sont rarement écoutées. Il y a effectivement d'ailleurs le concurrent, je vais pas citer le nom parce que voilà, mais que j'évoquais tout à l'heure, qui est une plateforme qui fonctionne bien en ce moment. Donc il y a différentes personnes qui sont agitées, qui ont écrit des chartes, qui ne mènent à rien, mais qui écrivent des chartes qui donnent l'impression d'avancer sur le sujet. Donc ce sont des beaux coups de com'. Mais dans la réalité, on a effectivement c'est un business de marketplace et d'introduction. Et donc c'est combien tu prends entre la plateforme, qu'est-ce qu'on gère de notre côté, qu'est-ce que le photographe gère et quel est le bon prix. On a pu avoir quelques comparaisons faites avec d'autres plateformes qu'on appelle à la demande, de livraison, de VTC, ce genre de choses. Mais il y a deux sujets majeurs qui nous séparent quand même de ce type de plateforme. Prenons Uber. Donc il ne faut jamais prononcer, je me ferai engueuler un peu plus tard. Uber, d'abord deux choses. D'abord, ils sont payés à l'heure, il me semble, entre 10 et 15 euros. Probablement brut. Je connais pas les prix, pour être franc, je les connaissais, je les ai oubliés, mais c'est entre 10 et 15 euros de l'heure. Donc c'est des personnes qui travaillent 12 heures par jour pendant un mois pour en vivre. Et puis deuxièmement, donc ça c'est le premier point, c'est le prix, je vais répondre sur le prix. Et puis deuxièmement, c'est l'objectif d'Uber. Uber, l'objectif, ce n'est pas du tout d'améliorer la vie des chauffeurs, c'est d'améliorer le transport dans le monde, donc pour toi, moi, etc., ce qui est tout à fait louable au demeurant à côté. Hein. Mais donc, ils vont jusqu'à chercher depuis plusieurs années à automatiser le transport, et donc à enlever les chauffeurs, pour qu'on puisse conduire, enfin pour que les voitures se déplacent. Pas des voitures autonomes, oui. Pas des voitures autonomes. Donc on est là. De notre côté, on a quand même pris un play qui est très différent. D'abord pour le deuxième sujet, notre vocation depuis le début, parce que c'est un intérêt à titre personnel et c'est un intérêt à titre business. C'est parce que c'est ce qu'on aime faire en interne et c'est ce qui fait que maintenant tu te lèves et que ça nous passionne. Mais c'est aussi parce que business en parlant, ça fait sens. Il n'y a pas que de voilà. C'est de mettre en avant les photographes et de chercher à leur trouver une façon de vivre mieux leur vie. Donc ça reste quand même deux objectifs et deux missions radicalement différentes. Et pour en revenir au prix. On lit beaucoup n'importe quoi online. J'ai vu un article il y a un mois qui disait qu'on paye les photographes 3,30 € par heure. Sans aucun problème, les gens ils peuvent écrire des choses absolument brillantes. Au demeurant, on a, si je prends que la France, on a un prix moyen horaire de 40 par shoot, par reportage photographique d'un peu moins de 45 €. Et la moyenne aujourd'hui en France, mois d'avril, la moyenne de temps de reportage est de 26 minutes. Donc si vous comparez, je sais, on pourrait discuter de est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant d'avoir du coup 40 € et quelques en moyenne pour 25 minutes pour arrondir les chiffres. Est-ce que c'est suffisant ou pas pour un art, etc. On pourrait rentrer sur ce débat et ce débat est tout à fait louable et on pourrait considérer que c'est pas assez, etc. Après l'autre sujet, c'est au-delà de vous, combien c'est normalement? Mais c'était moins que ça avant nous. Concrètement, on prenait un reportage immobilier qui avait coûté entre 120 et 150 € avant, mais ils y passaient 4 heures. En fait, on compare des choses et d'ailleurs aucun photographe qui travaille avec nous ne se plaint. En revanche, on a la grande majorité des photographes qui ne travaillent pas avec nous, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on va sélectionner quelques centaines de photographes, par exemple en France avec qui on travaille, qui parfois sont pas contents, et je les vois en direct ou je vais à n'importe quel mariage chez un ami, j'ai des discussions sans fin avec des photographes que je ne connais pas, et qui comparent des choses qui ne sont pas comparables. Ils vont comparer, mais attendez, moi je shootais, si je prends l'immobilier dont on a parlé plusieurs fois, pour 130 € un appartement avant, etc. Et quand je passe sur la plateforme, je vais prendre entre 30 et 60 € selon la demande qui est faite. Et du coup, machin. Mais oui, mais tu passes combien de temps en fait? Tu fais pas l'édition, tu fais pas le compta, en fait, tu passes 25 minutes, tout est pour tout. Il y a parfois un peu de transport en plus, mais en tout est pour tout. Donc en fait, si tu compares à tes 2 à 4 heures de shoot avant, etc., en fait, tu gagnes beaucoup plus d'argent à l'heure. Et donc c'est pas comparable. Malheureusement, effectivement, médiatiquement, quand on fait une grosse levée de fonds, on se retrouve devant les projecteurs et il y a pas mal de raccourcis faits. Et donc, vous allez faire une commande en ligne en tant que photographe, vous allez voir
45 €, 40 €. Et vous allez dire, 40 € c'est pas énorme. Mais en fait, faut comprendre le temps qu'on y passe, etc. Et donc, je réponds à Madines une nouvelle fois à ce sujet-là, qui a raison de me la reposer parce qu'indépendamment de la question souvent posée, il se trouve que les gens n'ont pas la réponse, donc en fait, il faut la reposer 100 fois de suite, s'il faut. D'ailleurs, je vais te la reposer. Bien sûr. mais en réalité, et je n'ai pas à titre personnel l'impression, et d'ailleurs, si je le faisais, ça m'embêterait vraiment, parce que c'est pas pour ça que j'ai créé cette boîte au début. Il y avait un vrai sujet business, et un vrai sujet personnel, je pourrais raconter plus tard, mais de métier et de passion. Et je n'aurais pas monté un projet pour lequel j'aurais eu l'impression de faire ce que d'autres plateformes on-demand ont fait sans les critiquer au demeurant. Simplement, ça m'aurait posé un problème le matin. Voilà. Alors moi, la réponse longue. J'aurais trouvé bien quand même qu'on mette notre petit générique sur le confinement parce que là, on est en plein dans le sujet et je trouvais ça sympathique. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors oui, tu as entendu la voix de notre cher président. Alors évidemment, ça date. Ça fait plus d'1 an que le premier confinement avait été décrété. Mais ce qui est intéressant, et tu l'as commencé à l'évoquer spontanément, parce qu'en parlant de tes gros clients en B2B, le secteur du voyage, le secteur de la restauration était particulièrement impacté. Et tu le disais également, le métier même de photographe a été empêché, parce qu'il y a certains moments où le photographe ne peut pas se déplacer sur son shooting, etc., dans certains pays, voire dans beaucoup de pays. Qu'est-ce que ça a impliqué en termes de culture d'entreprise et aussi de l'entrepreneur côté dans la gestion de tes équipes? Ça a été une année compliquée, hein. On va pas se mentir. Il y a des boîtes, comme tu sais, qui s'en sortent plutôt très bien. Mais d'autres boîtes sur lesquelles c'était plus compliqué, notamment les boîtes qui ont des choses physiques à faire, quoi. C'est pas purement online, concrètement. Côté culturel, ça n'a pas été évident pour une raison très simple, c'est que j'ai créé une culture qui me plaisait très bien. Hein. Enfin, je suis très heureux avec ce qu'on a fait. Que tu décrirais comment? Qui était, je cherche le bon terme, véhémente, mais il est un peu approximatif, un peu forte, une culture forte. Alors pourquoi? Parce qu'on allait vraiment très 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 vite. C'est-à-dire qu'il y avait entre 10 et 40 personnes par semaine qu'on embauchait, qui débarquaient, qu'il fallait former, etc. Donc il y avait une espèce de cohue globale hyper appréciable, de bruit, de feu, etc. au bureau. Certains aiment, d'autres ça les stresse complet. Alors du coup on recrutait culturellement des personnes qui l'acceptaient, parce que sinon d'ailleurs les quelques erreurs qu'on faisait, des personnes parfois peut-être un peu trop calmes de mindset, c'était voilà. Après t'as parfois des départements qui ont de manière générale et en essence des façons différentes de fonctionner. Donc on avait un gros pôle R&D. T'as pas les mêmes profils que chez les sales ou chez les marketing, non? Mais du coup, dans une culture comme ça, donc t'as mis en place ou pas, d'ailleurs peut-être des processus pour un peu embarquer les gens, voilà. Et à un moment donné, donc ça ralentit à cause de la crise. Alors il y a eu tout ce, ça a été fait volontairement et involontairement. C'était probablement un peu qui je suis de toute façon naturelle, et donc c'est des choses qui étaient assez entraînantes. C'était le premier point. Puis deuxièmement, c'était pour moi très important. D'ailleurs, c'était une des valeurs de la boîte. C'était que je voulais pas que le travail ne soit qu'un lieu de travail. C'est une espèce de fantasme que j'ai, sur lequel je considère qu'on passe beaucoup plus de temps avec ses collègues qu'avec sa femme ou son mari, au demeurant. Et donc, j'espérais, pour avoir eu des expériences qui m'ont déplu dans le privé précédemment, que ce soit plus sympa qu'avec les femmes et les maris. Exactement. Non, mais j'espérais que ne pas voir trop fréquemment un post Facebook d'un collègue de bureau en mode c'est enfin vendredi, oh putain c'est lundi. Et donc voilà, et donc j'ai mis un gros effort en termes de, c'est bête, en termes d'environnement de travail, de design. Tu vas dans les bureaux, il y a du bois et de l'herbe et du sable, vraiment du sable, etc. un peu partout, en espérant refaire un peu une ambiance Bali, si tu veux. Et je pense d'ailleurs ça s'est réussi. Il y avait un terrain de pétanque aussi, non? Il y a un terrain de pétanque, ce genre de choses quoi. Il y a un surf bar, j'ai mis voilà. Et c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est dans le mindset que quand tu viens au bureau, je pense ça voilà. Et donc ça c'était pas pour ressembler à Google, c'était parce que j'avais vraiment envie que ce soit pas, que ce soit un lieu de vacances et même pour moi au demeurant, exactement. Et puis deuxièmement, je voulais que du coup ce soit un lieu de rencontre d'amis, de copains, de femmes, d'enfants, pas d'enfants du coup, mais de maris, de conjoints, etc. C'est ça, de conjoints, etc. Ce qui était le cas. On a une question de journaliste concernant les enfants. Non mais voilà. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que quand t'as un down derrière, t'as le Covid qui débarque. Deux choses. D'abord, t'as cette espèce de vague énergisante qui ralentit et donc ça fait bizarre pour tout le monde et ça crée un petit effet un peu dépressif, un peu tristounet. Tu te demandes ce qui se passe, plus fort que si t'avais pas créé ça comme ambiance avant. Et puis deuxièmement, quand t'as un groupe de 10 personnes et que tout le monde est vraiment très 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 potes, c'est-à-dire que les gens vivent ensemble, partent en vacances ensemble, etc. Quand t'en as 2 ou 3 qui partent, c'est très compliqué. Alors que quand t'es chez, un nom, j'espère qu'on m'engueulera pas, mais quand t'es chez EDF par exemple, dans un building de terrain et que t'as pas cette ambiance-là, et t'as 2 collègues qui partent,
bon, c'est dommage, mais tu le vis mieux. Alors que là, en fait, ça a créé des vrais drames. Et accessoirement, ça peut créer par exemple des démissions si t'es ton meilleur pote. Bon. Et donc ça a fait que ça a créé 2-3 sujets assez importants culturellement. Je vais essayer de refaire les choses un peu différemment. Alors justement, vous étiez combien avant, vous étiez combien après, pour se projeter aussi sur ce que ça peut représenter On était un peu plus de 800 et là maintenant, on est un peu plus de 400 employés dans le monde. Donc on a eu, on a fait, en réalité, on a fait. Là, on a une croissance qui est délirante depuis 3-4 mois, ça repart bien, malgré des nouveaux confinements. On a fait ce qu'il fallait faire dans la douleur, notamment parce que, deuxième erreur, j'ai fait l'erreur de le faire en plusieurs fois et pas en une seule fois, parce que je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Quand c'est fait en une fois, quand ça fait plusieurs fois que tu le fais, tu te demandes toujours s'il n'y a pas un coup d'après. Donc ça a été dur, ça a été frustrant, ça a été compliqué. Mais on a fait ce qu'il fallait faire pour maîtriser nos dépenses. De toute façon, le sujet, c'était la survie de la boîte. Exactement. Il n'y avait pas de problème de survie parce que la levée de fonds qui a été faite peu de temps avant faisait qu'on avait des liquidités disponibles. C'était une question de healthiness, de santé, mais c'est pas très beau en français, de juste ne pas dépenser l'argent si rien ne rentre en face. Il faut redevenir sensé. Et donc il fallait que je le fasse et vite, avec quelques contraintes légales qui rendaient la chose pas évidente. Et donc on l'a fait à plusieurs reprises. Et à titre personnel, ça m'a fait voir l'autre côté de la barrière. Hein. Je suis passé de, si tu veux, souvent, je dis ça avec mon collègue pour rigoler, de CEO à patron, entre guillemets. CEO, c'est le mot un peu sympathique, start-up, qui veut rien dire, qui a l'air cool. Et patron, c'est le mec pas très cool qui fait des choses pas cool. Et ça se voit dans le regard des gens. Donc c'était pas hyper plaisant. Mais ça fait partie du boulot. Je pense qu'une belle boîte. C'est facile de ce changement de posture et de regard aussi des collabs. Enfin, j'imagine que quand on crée une ambiance Bali en se disant on est une grande famille, se séparer d'une partie de la famille, ça trotte dans la tête malgré surtout, tout. Ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Je me suis séparé de très bons amis à moi, tout simplement. Hein. Ça fait 4-5 ans qu'ils sont avec toi et tu leur dis qu'il faut arrêter. Ouais. Donc bref, c'est pareil pour tout le monde. Non, ça n'a pas été hyper facile, notamment. Bon, je suis pas quelqu'un de très stressé, etc. Sinon je ferais pas ce métier. Mais psychologiquement, tu peux avoir des journées un peu plus embêtantes que d'autres où on te redit pour la 9e fois dans la journée que c'est pas cool ce que tu fais. Voilà. Bon, mais il faut le faire. Je pense que d'abord, si tu veux monter une belle boîte, t'as un run minimum de 10 ans à peu près, quoi. Entre le moment où tu l'as créé et le moment où tu en fais autre chose, c'est à peu près 10 ans, que tu as forcément, inévitablement, statistiquement, à un moment donné où il y a un problème, et que donc si t'es bon, faut savoir passer là-dedans. Et puis deuxièmement, qu'une des valeurs les plus importantes pour être un bon directeur d'entrepreneur, c'est la patience et la résilience. Et donc là, moi, j'ai passé 1 an à répéter aux gens que ça allait se passer comme ça, qu'on le savait, donc ça allait être compliqué, donc il allait avoir la bas de presse, des gens très mécontents, des remarques très désagréables, etc., on le savait déjà, on le savait. Donc, fallait faire avec, ne pas s'en surprendre quand tu les vois arriver le lundi matin, ne pas s'en offusquer, ne pas stresser, ne pas déprimer et être patient. Et c'est une qualité qui est vraiment importante dans ce métier parce que c'est pas toujours la fête. Non, mais je rappelle qu'aussi la patience, c'est effectivement aussi une patience financière. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand on a la trésorerie, Thomas le redisait, effectivement, il faut quand même avoir un compte d'exploitation qui est raisonnable. Et raisonnable, ça veut dire regarder la baisse des revenus, ajuster les coûts, etc. Et donc, Géa, je te remercie pour ta franchise, que tu parles de qu'est-ce que ça veut dire pour un chef d'entreprise de traverser la tempête. Ce qui est intéressant aussi dans ce que j'entends, c'est que tu arrives à maintenir le cap, c'est-à-dire que c'était la vision initiale. Tu disais le pitch initial, le pitch d'aujourd'hui, et du coup le pitch de demain, et de nouveau le retour à la croissance. Vas-y Thomas. Je t'entendais parler du pitch de demain, je pensais que tu allais demander un jingle. Ouais, mais j'aurais trouvé que ça pouvait être le bon moment effectivement parce que on a parlé beaucoup de cette traversée de crise, mais je trouve que c'est aussi ces moments de ralentissement, c'est aussi des moments où on peut se poser des questions en tant que chef d'entreprise, parfois aussi en tant qu'investisseur, et donc c'est le monde de demain, le monde d'après. I have a dream. Martin Luther King, c'est l'inspiration de effectivement le changement de société ou le changement de ta société, mais aussi de la société au sens du vivre ensemble. Alors je sais que vous avez aussi une fondation. Alors on a une question sur ce sujet et ça nous permettra peut-être de parler un petit peu du rôle de l'entreprise au sein de la société. Vous avez un message. Bonjour Thomas. Je ne peux que saluer la réussite de Miro, devenue l'une des licornes emblématiques de la French Tech en seulement quelques années. Un grand bravo. Au-delà de votre réussite exemplaire, ce qui retient mon attention, c'est votre démarche en faveur des artistes photographes au travers de votre fondation. Et cela résonne d'autant plus pour moi et pour nous chez Nuffice OBC, car nous soutenons aussi la photographie contemporaine au travers de notre fondation depuis 30 ans. Alors ma question s'adresse aux philantrepreneurs. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus d'autre choix que d'adopter une démarche responsable et que c'est forcément l'une des clés pour assurer un avenir durable? Merci.
C'est Laurent Garret qui est le patron de Neuflis OBC pour la France, et tu sais que c'est aussi une banque qui a un soutien important pour 40 nuances de Next, le podcast des futurs, mais c'est et aussi les entrepreneurs de manière générale, ouais. Mais c'est aussi une banque qui est assez engagée dans l'art contemporain et dans la photographie. Donc c'est intéressant, et ça l'intéressait d'autant plus de participer à ton podcast, Thomas. Et alors je sais que la fondation que vous avez créée avec Miro, elle date d'avant le Covid, mais du coup nous on se repose un peu aussi toujours maintenant ces questions de quelle est l'importance de la start-up, de la scale-up dans la société actuelle. On a vu plein de mouvements parfois de solidarité qui se sont déclenchés dans les grands groupes comme dans les start-up, autour des soignants, autour de la solidarité, etc. Et donc ça m'intéresse de savoir finalement pourquoi et quelle est la fonction de cette fondation. Et encore une fois, si je reviens au tout début de ce qu'on fait, ou à toute l'origine, on essaie d'apporter un plus à une catégorie de personnes qu'on considère effectuer un métier qui est pas évident, notamment financièrement, mais pas que. De manière générale, l'ensemble des artistes, pendant le Covid, j'en parle pas, mais l'ensemble des artistes a une vie compliquée. C'est pas forcément les meilleurs qui vendent le plus, etc. Faut mettre un bon sel parfois qu'un bon peintre. Et concrètement, comme dans beaucoup de métiers. Et donc, on a essayé de prendre une catégorie d'artistes parce qu'en face, il y avait un business à faire, versus d'autres catégories d'artistes sur lesquelles je ne trouvais pas de business. J'en trouve toujours pas, alors qu'à la base, j'espérais un play plus large. Ma conjointe était, parce que au milieu de tout ça, elle s'est arrêtée. Voilà, ouais. Elle était, parce que elle était danseuse, et donc à la base, je pensais plus à des choses dans le monde de l'art, du théâtre, de la danse, etc. Compliqué de trouver un business là-dedans. Alors dans le monde de la photo, il y en avait un. Mais à la base, c'était comment tu t'améliores la vie au global de ces populations. Et donc la fondation a toujours été dans nos têtes. Simplement, il fallait lever l'argent pour. Elle sert à quoi cette fondation ? À soutenir un métier. Alors en réalité, il y avait un soutenir un métier d'un côté et se battre pour certaines causes qui, à titre perso, que j'ai dans mon cœur à titre personnel. Et donc c'est la beauté quand tu as la chance d'avoir un métier qui te permet de lever de l'argent, d'avoir de façon demi-hégémonique à un moment donné le droit de dépenser, si tu arrives à convaincre d'autres personnes, pour des choses qui tiennent à cœur. Ce qui est passionnant. Quand tu deviens, je vais donner un exemple complètement loufoque, mais quand tu deviens quand t'es fondateur de Google, tu fais Google, et puis au bout d'un moment, quand ça a bien fonctionné, tu peux investir sur des trucs très loin, en fait, de Google, mais qui te passionnent. J'ai essayé de faire à peu près pareil, et donc, j'ai décrété que c'était le moment parce qu'on avait levé beaucoup d'argent, même si c'était intégré dans le pitch de la levée de fonds, ce qui n'était pas évident, qu'il était le moment d'investir sur le côté humain, du métier de la photographie. On avait commencé à faire sur le côté software, service, très boulot, et comment on améliore, c'est gratuit, tout ça, comment on améliore leur métier de leur côté quand ils passent pas par nous. Et on a voulu aller côté plus humain. Et donc, c'est passé par, il fallait développer pour eux alors c'est pas directement intégré ça dépend quelle partie dans le budget de la fondation, mais des contenus qui les fassent vibrer, vivre et apprendre gratuitement. Donc on a fait des masterclass, un nombre de masterclass très élevé, avec des stars de la photographie sur plein de sujets complètement gratuits, qui sont vraiment cool à regarder, de 35 minutes, avec une star du portrait qui explique précisément, un peu comme vous voyez sur le site masterclass, c'est très proche. On a fait du coup des documentaires, on en a parlé, qui suivent des photos, etc. Et puis au bout d'un moment, ça s'est intégré dans la fondation, et puis on allait faire des prix, et ce genre de choses, expositions, etc., sur lesquelles on ne gagnait pas un euro, et qui nous permettait de reach out, d'atteindre une catégorie de photographes qu'on voulait aider. Et donc on allait organiser un prix sur la photographie et le féminisme dans le monde, et on a avec un prix élevé, je trouvais le terme en français, un prix élevé sur la chose qui représente le mieux le féminisme, ou d'autres types que je citerai pas parce que c'est en cours, mais d'autres types de causes qui nous sont... Justement, vous êtes sur un métier d'image, alors tu as parlé de la mixité, du féminisme. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Alors, il y a le côté fondation, mais drainant énormément d'images, de photographies, notamment dans le milieu professionnel. Est-ce que vous poussez parfois vers plus de mixité de genre, plus de mixité sociale, ou c'est un sujet, à un moment il y a une demande du client et on produit finalement ce que le client demande? Je vois pas comment, avec les clients que j'ai aujourd'hui, je peux pousser vers ce genre de thématique. En interne, en tant qu'au niveau de l'entreprise, je crois qu'on est précisément à 50-50 hommes-femmes d'ailleurs. Je tente de le pousser en faisant attention à être très très fair, parce que j'aime bien le discrimination positive, et parfois ça peut déconner un peu. Donc je fais attention à ces trucs-là. Je veux pas qu'une personne soit recrutée juste pour une question de couleur ou de sexe ou de je sais pas quoi, parce que, ça m'embête. Mais on tente quand même d'orienter les choses proprement. Les annonces sont faites pour être ressenties comme étant des métiers de femmes et d'hommes, et pas seulement que d'hommes dans le wording, ce genre de choses. On fait attention. Dans les métiers ou dans notre quotidien, j'ai peu de façon d'impacter ce genre de sujet. En revanche, via la fondation, si.
Ça oui. Mais via ce que quand on me demande de shooter 4000 reportages photos en Asie pour un truc de e-commerce, je t'avouerai que la mixité et accessoirement, je peux pour le e-commerce, pour le coup, je proposais des mannequins. Mais de toute façon, c'est les clients qui disent oui ou non. Donc je peux difficilement, non. Alors, malheureusement, mon métier ne me permet pas vraiment de, voilà. Alors là, on est en train de parler du monde d'après. Alors c'est aussi le monde d'après, c'est également celui de la relation entre peut-être les entrepreneurs et les investisseurs. C'est une des questions parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui est en train de changer, par exemple le télétravail, par exemple la façon d'investir peut être influencée par ce monde, son impact sur la société, son impact sur l'environnement, son impact sur les conditions de travail, etc. Mais il y a un des aspects dont on parle beaucoup aujourd'hui dans le secteur de la French Tech, dans cet univers-là, qui est la valorisation importante. Alors, tu avais ouvert la voie en 2019, il y a beaucoup de très grosses levées de fonds qui s'opèrent, et on entend aujourd'hui des journalistes ou des voix un peu contraires qui disent que ça devient une nouvelle bulle, une concentration peut-être sur les champions. Alors nous, c'est notre objectif dans ce podcast, c'est de mettre en avant les champions pour déclencher aussi des vocations. Mais ça rassure les champions. Mais on peut aussi peut-être avoir un regard critique. Je suis pas sûr moi pour l'instant d'en avoir un. Je pose beaucoup la question aux investisseurs avec aussi mon mandat à France Digital. On se pose toujours la question de est-ce que ça va trop loin parce que les montants deviennent très pharaoniques. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a des choses négatives à dire ou pas là-dessus? Est-ce qu'il y a un regard critique à apporter sur cette course en avant ou est-ce que c'est que du positif? Alors j'arrive pas non plus à me décider sur est-ce que c'est une bulle ou pas. Ce qu'on peut quand même voir, c'est quand on connaît les revenus des boîtes qui lèvent et les valorisations qui sont en face, financièrement parlant, c'est un pari sur l'avenir. Ouais, faudrait qu'elle fasse 5. Enfin, si tu prends juste des trucs vraiment bêtes mathématiques sans faire des DCF ou de trucs bizarres, t'as l'impression qu'il faut 50 ans pour rembourser le montant. Donc pour que le montant, bon, tu m'as compris. Donc tu peux avoir l'impression qu'il y a une petite bulle, tout simplement, accessoirement, les choses valent 4 fois plus que ce qu'elles valaient il y a quelques années. Donc ça ressemble à du bullesque. Après, pour que ce soit une bulle, ce mot-là, qui est plutôt négatif, signifie qu'elle va craquer, une bulle, à un moment donné, ça c'est compliqué à savoir. Pour être franc, notamment parce qu'en fait ce qu'on a fait au final c'est proche de rattraper ce qui se passait déjà aux US, et deuxièmement ça a comme impact positif qu'on peut enfin se battre contre les US, c'est-à-dire qu'on a enfin des montants forts qui fait qu'on il y a pas le même chiffre d'affaires pour le même truc en France qui lève 3 millions quand aux États-Unis il lève 44. On garde un énorme problème de marché parce que l'Europe ce n'est pas les US pour 1 milliard de raisons, donc malheureusement voilà. Mais ça apporte quand même ce truc positif. Accessoirement, c'était sciemment emmené par le ou les États en Europe, donc c'est pas le fruit du hasard. Après. Donc ça relève le niveau d'ambition malgré tout, parce qu'il y a plus de moyens et que du coup les boîtes françaises ou européennes peuvent réellement devenir internationales parce qu'elles ont plus de moyens. Et d'ailleurs en France, particulièrement en France, je crois qu'on est passé premier en termes de levée de fonds en France. S'il y a bien on peut critiquer autant qu'on veut le rôle de l'État dans l'économie, etc. Mais s'il y a bien un truc qui a été bien fait depuis Hollande ou Sarkozy, je sais plus, c'est le rôle de la BPI, de France Digital, et le rôle de l'État dans la mise en avant de l'entrepreneur. Moi, quand j'ai commencé il y a 6-7 ans, donc c'est vraiment très très récent, quoi. Quand on sortait d'école, on n'allait pas, enfin, ça faisait rêver personne, t'étais en boîte de nuit, tu draguais une fille, tu disais pas que t'étais entrepreneur. Ça faisait plutôt loser. D'ailleurs, les parents voulaient pas que vous fassiez ça. Et donc, il fallait se battre un peu. Tu disais que t'étais parti en banque ou en conseil. Bon, aujourd'hui, quand tu sors, enfin, d'ailleurs, c'est un peu absurde, c'est maintenant tout le monde a une start-up. C'est devenu le mot-clé, qui permet d'être socialement bien vu. Mais cette évolution qui est parfois un peu ridicule et risible, amène quand même des situations dans lesquelles, d'autres situations dans lesquelles, en fait, il y en a plein, beaucoup, et donc il y a de plus en plus de réussites. Du coup, il y a de plus en plus d'argent pour investir dedans. Et en fait, du coup, t'as un truc qui va dans le bon sens, c'est vertueux. Et je sais pas si c'est une bulle, c'est vertueux. Alors, admettons qu'on n'ait pas encore la réponse, et je peux bien le comprendre que de savoir si c'est une bulle ou pas, on le saura peut-être dans quelques années, de voir si effectivement les valorisations permettent de rattraper les paris et que du coup les investisseurs se retrouvent effectivement dans leur mise en quelque sorte. Paris, ouais. Mais en admettant que ce soit pas juste une table de poker, est-ce qu'on peut considérer, enfin, est-ce que toi tu vois dans ce monde d'après un peu plus de tension avec les investisseurs parce que tu as eu un tour de table assez conséquent mais avant cette crise, et est-ce qu'à un moment donné du coup, parce qu'il y a eu des valorisations importantes et la crise peut créer des tensions aussi après sur la capacité à continuer de croître et à, voilà. Ça arrivait dans quelques boîtes connues en France, je citerai pas, mais qu'on voit des valorisations, des montants trop élevés qu'on n'arrive pas à soutenir par la suite. J'expliquerai ce que ça veut dire, mais parfois ce qui peut se passer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un coup d'accordéon, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, hélas, quand une boîte arrive et qu'elle a plus de trésorerie, bing, sa valeur se retrouve réduite et du coup, l'entrepreneur lui perd le contrôle de son entreprise. C'est ce que exactement. Et ça, c'est vraiment l'enfer. J'expliquerai en 3 mots ce que ça veut dire parce que je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Ouais, vas-y, explique. En tout cas, je l'ai compris au bout d'un moment. Mais juste pour reprendre en amont le sujet. Dans tous les cas, si c'était une bulle, elle va pas exploser maintenant, simplement parce qu'il y a trop d'argent. Enfin, il y a beaucoup, et donc quand il y a de l'argent, il faut le dépenser. Donc il y a des fonds
Les family office, les fonds et les entrepreneurs d'ailleurs, mais on va parler que des fonds, ont des montants à investir. Ils ont levé 1 milliard, 2 milliards, 300 millions, etc. Ils ont 10 ans pour le rollout. En réalité, c'est plutôt 5 ans, parce que c'est 5 ans et 5 ans. Et donc, t'as 433 millions sur ton compte. T'as 5 ans, il t'en reste 3. Il faut que tu les dépenses. Et c'est ce qui fait monter les valos. Et donc, si tant est que c'est une bulle. Est-ce que tout le monde se dirige vers les mêmes boîtes? Bah oui. Si t'as pas beaucoup de boîtes en même temps qui sont bien, et du coup, tu te retrouves avec 4 fonds qui veulent shooter une term sheet, le contrat temporaire d'une levée de fonds. Et du coup, tu voulais lever 3 sur une valo de 20, qui était déjà un peu absurde parce que ta boîte est à 3 mois d'existence. Tu voulais lever 3 sur une valo de 20 et ça finit à 6 sur une valo de 30. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'argent. Mais ça, encore une fois, c'est le fruit d'une politique faite sciemment. Donc je sais pas s'il faut la critiquer. En tout cas, ça a été objectivement bien fait. Ce sera une bulle si ça finit par exploser et que la valo descend. Maintenant, quand on lève trop, c'est très dangereux. Pour l'entrepreneur, c'est ce que tu disais. Et pour la boîte, du coup. C'est très dangereux parce que tu lèves sur une valo de 100 millions. Tu lèves 20 millions sur une valo de 100. Tu aurais pu lever sur une valo de 60, te diluer de 33%. Tu lèves sur une valo de 100, tu dilues que 20%. Entrepreneur, t'es content, tu perds moins d'actions. Seulement, néanmoins, nonobstant. Mais en même temps. Un vieux mot, mais sur 2020. Non, mais les 20 millions doivent te permettre de justifier une valorisation supérieure à 100 millions, qui est le montant, pour le tour d'après. Donc, si ce montant que tu lèves n'est pas assez élevé pour faire monter ton chiffre d'affaires suffisamment haut pour que, au tour d'après, tu puisses relever de l'argent à une valeur d'entreprise supérieure, tu te retrouves à devoir, pour exister, relever de l'argent à un montant inférieur, donc une valo qui serait pas de 100 millions, qui serait de 80, et là, sur un contrat d'actionnaire, qui régit la relation entre l'entrepreneur, les associés, les salariés, et les fonds d'investissement, il y a des clauses de ratchet, ça s'appelle, qui font concrètement que les fonds d'investissement se protègent en disant, dans ce cas-là, on fait comme si on était rentré à cette même valo le tour d'avant, et c'était par à toi qui disparaissent. Et donc, il y a des catastrophes qui ont existé, tu travailles pendant 12 ans, 8 ans, et tu te bats, parce qu'il y a quand même des métiers parfois un peu durs, en termes d'heures de travail, etc. Et tu te retrouves à être dépouillé de tes parts. Donc, faut faire attention aux hautes valos, parce que ce qui se passe, c'est qu'il faut être capable de les justifier sur le long terme, ces valos. Tu l'as dit là, qu'il y a quelques boîtes qui étaient peut-être survalorisées, pourtant on n'est pas sur des entrepreneurs qui sont nés de la dernière pluie. Ouais. Donc c'est quoi qui se joue? Ah ouais, c'est un excès d'optimisme. Enfin après il y a plusieurs écoles, souvent on dit tant que tu peux prendre de l'argent en plus, il faut prendre de l'argent en plus, donc du coup tu lèves le plus possible, et puis après effectivement ce qu'a très bien expliqué Thomas, c'est qu'il y a des ratios qui sont calculés pour minimiser en quelque sorte la dilution de l'entrepreneur. Et souvent l'entrepreneur il préfère se diluer moins, c'est évident, parce qu'il cède moins de ses parts de son entreprise, et c'est quand même sa vie, donc c'est logique à l'instant T. Mais du coup si on veut garder la dilution la plus faible possible, ça fait monter la valorisation, ce qu'on appelle pré-monnaie avant l'investissement, et puis du coup effectivement là, ça monte aussi la pression qu'il a sur les épaules en termes de réalisation, d'exécution de son business plan. Et ce qui peut se passer, ce que j'appelais tout à l'heure un coup d'accordéon, c'est quand on écrase l'accordéon, c'est qu'en fait les investisseurs, s'ils ont signé des lettres d'intention et des lettres d'investissement qui les protègent avec ces fameuses clauses de ratchet, ça veut dire qu'en fait eux-mêmes ils ont pris moins de risques en investissant. Alors ils prennent quand même un risque, si la boîte va vraiment au tapis, ils perdent tout évidemment, il n'y a pas zéro risque, il faut quand même le reconnaître, les investisseurs prennent des risques, mais ils prennent moins de risques que l'entrepreneur dans ce cas-là. Après il faut aussi dire que les investisseurs, je les critique un peu avec la casquette Franzial, mais parfois ils sont un peu moutonniers, donc effectivement les plus belles boîtes sont souvent ce qu'on appelle sursouscrites. Donc ça crée un appel d'air de plein de fonds qui disent tiens, un tel et un tel ils sont dans ce tour-là, donc nous il faut aussi qu'on y soit. Donc ça peut remettre aussi un petit peu le rapport de force dans le sens de l'entrepreneur qui dit maintenant j'ai plusieurs investisseurs qui sont OK. Donc c'est pas seulement la négociation sur la valeur et le montant, c'est aussi sur les conditions de protection que ça peut jouer dans la négociation pour l'entrepreneur. Au global, si je résume ta question, je sais plus qui a posé la question, mais au global, aujourd'hui, mathématiquement, vraiment bêtement, les valos sont probablement trop élevés. Ce trop élevé apporte plein de bonnes choses. Faut pas s'en plaindre. Mais ça peut apporter pas mal de mauvaises choses, et il est probable qu'on ait quelques drames un peu retentissants dans les 4-5 prochaines années. Voilà. Au demeurant, encore une fois, dans les bonnes choses, ça nous permet de faire la compétition enfin avec les États-Unis, accessoirement aussi peut-être avec la Chine qui est en train de se réveiller quand même big time depuis quelques années. Et c'est donc c'est l'ambition de Miro, on va conclure sur la boîte. Bien sûr, mais c'est surtout réjouissant de pouvoir le faire en France sans avoir à se barrer à l'étranger, parce que ce qui se passait c'est 7-8 ans, c'est que tu partais aux États-Unis, c'est quand même grisant pour un État qui a payé finalement pour qu'on soit capable, ne serait-ce que dans notre éducation, d'avoir le cerveau pour monter ses boîtes, et que dès que tu commences à être un peu ce truc, tu te barres aux US. Donc c'est très réjouissant. Maintenant, il y aura 2-3 drames à venir, et il faudra pas trop non plus s'en étonner. Voilà. Eh bien, c'est la conclusion de cette première partie avec Thomas Rebaud de Miro. On te retrouve juste après ce jingle.
40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.